Smart Philo. Alors, un retour à l'actualité en quelque sorte, parce qu'évidemment, vous avez vu ces mouvements sociaux, ces grèves, ces manifestants dans les rues, la CGT, Force ouvrière et d'autres. Et on en parle justement aujourd'hui avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. Je mets un petit I parce que le I est un peu plus gros, je crois, sur le... Ou un peu plus petit. Ou plus petit, c'est ça. Absolument. En tout cas, il faut faire quelque chose sur ce I. Auteur de plusieurs livres. Et vous vous intéressez aujourd'hui, alors à travers la fenêtre d'un philosophe, au syndicalisme. Le syndicalisme, d'abord, commençons par le début. Est-ce que c'est une utopie, le syndicalisme ? Alors, c'est intéressant de poser la question de cette manière-là, parce que l'utopie va chercher, c'est Thomas More qui va parler la première fois d'utopie, il va dire le lieu qui n'existe pas. Et la définition qui rentre dans l'Académie française au XVIIIe siècle va être le plan imaginé pour gouverner mieux vers un bien commun, vers un bonheur commun. Et donc, rassembler les deux est effectivement intéressant quand on regarde un peu les sources du syndicalisme. Le marxisme, l'anarchisme, le socialisme vont être un peu le terreau de ce que va faire ensuite le syndicalisme et qui va s'approcher des territoires et des terrains de l'utopie. Alors, les grèves, les revendications, on l'évoquait, c'est quoi les points structurants du syndicalisme ? Quel que soit d'ailleurs ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les grandes chapelles qui ont structuré le syndicalisme, il y a quand même des ferments quoi ? De revendications, de mieux vivre ? Il y a deux choses, et c'est important parce que les deux n'ont pas le même point de départ. Un, je veux vivre mieux, donc la réduction de ton temps de travail, qu'on prenne soin de ma santé, les conditions de travail, c'est une première partie. Mais il y a une autre partie... Germinal, quoi. C'est germinal. Et l'autre, c'est il faut changer de société. Et là, c'est pas du tout la même chose. On veut un changement radical. Si vous vous en souvenez, c'était dans l'histoire, il y avait le fameux livret d'ouvriers. Le livret d'ouvriers, les ouvriers ne pouvaient pas aller d'un endroit à l'autre comme ils le voulaient. Eh bien, c'est la notion d'émancipation. Et donc, ça n'est pas simplement je vais améliorer un tout petit peu le quotidien, mais ça va être l'émancipation totale de l'ouvrier. Donc vous dites, et on le distingue, et vous le distinguez à travers le philosophe que vous êtes, il y a des changements, je dirais, structurels, puis vous le dites, il y a des changements radicaux. On renverse la table. Ouais. Et c'est deux chemins différents que va prendre le syndicalisme. Oui, c'est deux chemins différents que va prendre le syndicalisme. Même s'il va y avoir des accointances, il y a quelque chose quand même de très différent. Entre un Proudhon, si vous voulez, un Fourier ou un Marx, eh bien, il va y avoir des différences. Qu'on retrouve aujourd'hui, je précise, entre les réformistes et les plus radicaux, finalement. Bien sûr, et on les voit dans les médias en permanence. Et ils peuvent d'ailleurs parfois se rappeler des notions anarchistes. Eh bien, chez Proudhon, chez l'anarchiste, chez Bakounine, par exemple, on va avoir clairement la notion d'indépendance totale, mais qui va lutter contre les anciens communistes ou qui va lutter contre les classes dites du prolétariat parce qu'ils ne vont pas encore assez loin dans la notion importante de la libération de l'homme et de son émancipation. Et donc, pour l'anarchiste, c'est absolument zéro limitation. Enfin, au sens propre du mot, ils sont des libéraux, puisqu'en fait, ils ne souhaitent pas que l'homme soit ouvrier, mais soit libéré de cette tâche qui l'a servi, parce que c'est ça, là, la philosophie anarchiste. Oui, absolument. Alors que Marx, lui, il est vraiment sur la lutte des classes. Il est sur la lutte des classes, et son point important, c'est comment le prolétariat va prendre en marche le mouvement, la société, contrairement aux notions capitalistes. Alors faisons là un peu d'histoire, parce que c'est intéressant de plaquer cette vision de la philosophie à des hommes qui ont incarné ce que vous dites, et ça démarre avec une marque bien connue, finalement quoi, de réguler, de contrôler la vie de ses ouvriers, c'est un peu ça la philosophie. Oui, on va appeler ça parfois le paternalisme, mais cette notion-là est importante. Vous avez au XIXe siècle Godin, Jean-Baptiste Godin, Guise, le familistère de Guise, fameux, dans le nord de la France, où il va complètement régencer la vie des ouvriers, mais en leur offrant aussi le théâtre, la culture, en offrant l'école, le droit de vote des femmes également qui est présent. Et vous avez comme ça un certain nombre de figures qui vont justement relier le début de notre conversation avec la notion d'utopie. Vous avez Olivetti, par exemple, un pro-européen très humaniste. Vous avez Boismondeau, les fameux boîtiers, des boîtiers à montres qui étaient dans le Dauphiné. On a de cette manière-là plusieurs types d'utopies qui prennent terreau sur le syndicalisme. Oui, Boismondeau, c'est très intéressant parce que ça fait référence au débat qu'on a sur ce plateau aujourd'hui avec les entreprises bienveillantes. Une utopie, c'est on change la relation hiérarchique, la répartition des capitales ne se fait pas de la même manière. Absolument. Là, quand même, c'est à l'époque une petite révolution, c'est qu'on partage la valeur, on l'entend tous les jours, ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ça naît en France, cette démarche-là. Alors, pas que, il y a notamment Owen en Angleterre, qui va avoir, pour les fabrications de coton,
une réduction du temps de travail, par exemple. Mais en France, on a beaucoup d'exemples d'industries, de sociétés, d'organisations utopiques. Comme vous le dites, on va réduire le temps de travail, on va partager la valeur, on va faire en sorte de ne pas avoir de hiérarchie entre nous. Bois-Mondo, c'est le cas. Olivetti, c'est le cas. On a ça de différentes manières qui va effectivement relier utopie, forme de syndicalisme, et puis la notion de nouvelle société à dessiner. Enfin, ces personnages que vous décrivez, parfois contestés par des mouvements syndicalistes radicaux, puisqu'ils étaient parfois ébranlés à l'intérieur même. Lorsqu'ils développaient ces stratégies, les marxistes ne le voyaient pas forcément d'un bon œil. Concrètement, aujourd'hui, ça semble un monde parfait, presque idyllique, mais on ne le retrouve pas aujourd'hui, ça. On a de bons exemples, et puis, vous avez raison de dire que ça a été beaucoup critiqué, parce qu'on a une frontière très fine entre utopie et dystopie. C'est-à-dire jusqu'où on va et dans quelle mesure la limite finalement de l'utopie comme la limite du syndicalisme n'est pas au sein d'eux-mêmes. Parce que je vais vouloir tout contrôler. Et tout contrôler signifie quoi? Ça signifie que pour l'utopie, je veux que tout le monde mange la même chose, tout le monde puisse partager la même valeur, tout le monde a la même éducation, on s'habille de la même façon, on va contrôler les mœurs. C'est 1984 qui va commencer sous des formes utopiques. C'est le meilleur des mondes d'Huxley dans lequel on va commencer sur des utopies et puis ça va basculer dans la dystopie. Et la question qu'on doit se poser, c'est pareil pour le syndicalisme. Dans quelle mesure cette volonté égalitariste que l'on veut un peu partout n'est pas, dans le même temps, quelque chose qui n'est pas permis pour émanciper l'homme? La question est posée, parce que vous soulevez une question pour terminer. C'est peut-être d'ailleurs la suite d'une prochaine chronique. Merci Xavier Pavie de nous avoir rendu visite, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination avec un petit i devant Imagination. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On parle d'une entreprise alors passionnante puisqu'on parle des entreprises qui ont un siècle. On parle de la Poste, évidemment. Entreprise patrimoniale. Tout le monde connaît ce sigle, ces petites voitures jaunes. C'est une entreprise qui a pivoté depuis presque une dizaine d'années. On va faire le point avec la RH, la directrice des ressources humaines de la Poste. Les nouveaux métiers, les recrutements, leur stratégie. On en parle avec elle juste après la pause.